Mobility TV s'intéresse à l'intelligence artificielle, celle dont on nous dit qu'elle pourrait multiplier par 2 les taux de croissance des pays les plus développés, dont la France, et tout cela à l'horizon 2035. On verra dans un instant si c'est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quelles sont ses applications en termes de mobilité? Et quels sont les grands acteurs de cette intelligence artificielle? La France aussi a-t-elle une chance d'exister dans cette bataille? On en parle avec nos invités. Jacques Grezon, bonjour. Bonjour. Président de la Société des ingénieurs de l'automobile, vous avez une vue d'ensemble sur toutes ces questions et vous serez notre bonifieur ou notre modérateur. Grégoire Ferré, bonjour. Bonjour. Directeur du projet de transformation numérique chez Faurecia. Faurecia, c'est un géant de l'équipement automobile, on le sait, numéro 1 mondial de l'intérieur du véhicule, plus de 100 000 salariés dans le monde. Et puis avec nous également Antoine Couret, bonjour. Vous êtes fondateur de la start-up GeoForecast qui produit des logiciels pour les acteurs de la mobilité. C'est bien cela? Tout à fait. Bien. Vous nous parlerez également de Hub France IA, qui est une association lancée il y a moins d'un mois pour la promotion de l'intelligence artificielle en France. Alors on va commencer très simplement en expliquant ce que c'est que cette intelligence artificielle. On verra ensuite comment elle s'applique à notre sujet, c'est-à-dire à la mobilité. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Jacques Grezon, Grégoire Ferré, allez-y. Moi, je pense que c'est quelque chose... Vous n'avez pas la même définition d'ailleurs. Oui, je pense que c'est quelque chose de très vaste et puis ça peut servir à l'automobile. Ouais. J'espère que ça servira d'abord aux clients de l'automobile plutôt qu'au business to business. Et je pense que il y a une multitude d'applications. C'est quasiment infini les ça possibilités. Existe depuis quand? On en parle depuis quand? On en parle fondamentalement, si vous regardez dans Wikipédia, je crois depuis les années 50 ou 40. Et c'est le robot, quoi, au départ. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est juste en fait, de façon sémantique, une science informatique qui vise à automatiser un certain nombre de calculs. Ouais, c'est ça. Fondamentalement, on pourrait rentrer un peu dans la définition pure et dure, et je pense qu'absolument les puristes seraient tous opposés à la définition qu'on donnerait ici. Elle recoupe de la data science, du machine learning, de la prédictivité, avec l'ensemble des sous-catégories qui sont liées à ça, avec des ingénieurs spécialisés dans chacune de ces thématiques? Non seulement avec des ingénieurs spécialisés dans chacune de ces thématiques, mais en plus, ces ingénieurs sont spécialisés sur les domaines qu'ils recouvrent. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'expert de la voix, du traitement de la voix et du langage naturel ne sera pas le même que l'expert du traitement des données images pour faire de la prédiction, etc. Donc en fait, vous avez un certain nombre, un domaine très large, et je suis très d'accord avec Jacques. Je pense que l'objectif, c'est de se dire, l'intelligence artificielle est une des cordes du digital pour répondre aux besoins du client. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Antoine Couret, vous faites de l'intelligence artificielle quand vous fabriquez les logiciels de GeoForecast? Oui, on fait de l'intelligence artificielle. Après, la question, évidemment, est extrêmement large. L'intelligence artificielle, je pense même dans le cas du Hub France IA ou dans les travaux que peut faire Cédric Vierling dans la mission France Intelligence Artificielle. La définition est très compliquée à voir. Ce qu'on peut en retenir, c'est sans doute que c'est ce qui permet, c'est effectivement une somme algorithmique qui va permettre à l'homme de dépasser ce qui peut faire par exemple tout seul. Donc effectivement dans les années 50 c'était les débuts de l'informatique. Il y a eu une première grande vague de l'intelligence artificielle dans les années 80, notamment autour de tout ce qui est optimisation, mais également des logiciels qui permettent avec des entreprises comme Milog en France qui sont largement développées. Il y a eu un moment un petit peu plus creux et puis là il y a une nouvelle vague de l'intelligence artificielle. Une déferlante maintenant. Une déferlante qui peut s'expliquer avec deux axes principaux, c'est l'accès à des ressources informatiques du fait de la démocratisation du cloud qui est beaucoup plus large, moins cher aussi, parce que c'est beaucoup. Le nombre de serveurs disponibles dans le monde est nettement plus important, ce qui donne un coût d'accès et lève des barrières à l'entrée à la partie calcul, puisque l'intelligence artificielle est très consommatrice en termes de calcul. Et puis une autre partie qui est justement la mise en données du monde, puisque le nombre de données, tout le monde le dit depuis 10 ans maintenant, donc ne cesse d'augmenter. Et là où tout tenait dans un paquebot
il y a 10 ans, plus rien ne tient dans 1000 paquebots aujourd'hui. Et Jacques Grayson me disait en préparant l'émission, nos voitures sont déjà bourrées d'intelligence artificielle. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important qui vient d'être dit, si on revient à l'automobile, c'est que c'est un sujet très transversal, et je pense que nos constructeurs, nos équipementiers, tout ça, ne sont pas forcément organisés par rapport à cette transversalité. On a des silos, ça existe encore. Je pense que l'amont parle assez peu à l'aval, à l'après-vente ou des choses comme ça, alors que l'intelligence artificielle, justement, permet de transversaliser tout ça. Alors, Grégoire Ferré, on parlera des années 2030 dans un instant, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle dans ma voiture, dans mon objet roulant? Qu'est-ce que j'ai comme intelligence artificielle? La commande vocale? Aujourd'hui, la commande vocale est un excellent exemple d'intelligence artificielle. Si on pense lorsque vous demandez à votre interface homme-machine, à votre, on va dire, navigateur, lorsque vous exécutez, lui demandez un ordre, par exemple, téléphone à Jean. Oui. On a des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent reconnaître ce que vous dites, et qui viennent coder ça et transcrire ça avec un ordre, tout simplement, qui va passer un coup de fil à Jean. Voilà, et vous mettre... voilà. Après, bien sûr... oui. Il y a d'autres exemples, évidemment. Beaucoup, toutes les ADAS. L'Internet dans la voiture intégré, là, on est dans le domaine, avec l'Internet dans la voiture, on est effectivement dans le domaine de la voiture connectée, plus exactement. Mais un autre exemple qui est en pleine évolution en ce moment à l'intérieur de la voiture, c'est typiquement l'évolution du régulateur de vitesse. Oui. Le régulateur de vitesse était avant une commande, une simple commande qui permet... qui quelquefois ne marchait pas, soit mécanique, soit en partie électronique. Le fait que cette commande soit de plus en plus se pilote automatiquement, c'est-à-dire va réguler automatiquement la vitesse, pas uniquement parce que le conducteur a dit je roulais à 54, mais va s'adapter à 54 ou à 48 parce qu'il y a un véhicule devant en fonction des conditions du trafic. Ça, typiquement, ce n'est possible qu'avec de l'électronique et un petit bout d'intelligence artificielle pour prendre la somme de données de l'environnement de la voiture. Et ça va être une des grosses évolutions également apportée par l'intelligence artificielle pour mieux piloter la voiture et aider le constructeur. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense que pour la plupart pour le commun des mortels, le véhicule autonome, c'est demain. Le véhicule autonome, c'est maintenant. Oui, en fait, il y a dans les adages d'aujourd'hui énormément de technologies qui nous permettent déjà d'être en semi-conduite automatique, comme vous venez de le préciser. L'intelligence artificielle est forcément plus intelligente que moi ou que vous? C'est-à-dire qu'elle ira toujours plus vite et elle ne tombera jamais en panne? L'intelligence artificielle fait des choses mieux que vous sur des domaines très bornés et fait des choses beaucoup moins bien que vous sur le reste des choses. La particularité de l'intelligence artificielle, c'est, par exemple, dans l'ensemble des algos de deep learning qu'on peut mettre en place, c'est qu'on va comprendre et siloer, trouver un silo local et des algorithmes qui vont répondre le mieux possible à une contrainte donnée ou à un environnement donné, d'accord ? Un cas d'usage. Ce qui veut dire mécaniquement que tant que j'ai pas répondu à quelles sont l'intégralité de tous les autres cas d'usage et comment est-ce que j'articule de façon concrète et cohérente mon automatisme entre l'ensemble de ces cas d'usage, j'ai pas quelque chose de plus clair. Ce que vous faites vous intuitivement, ce qu'un enfant de 3 ans fait, un ordinateur aura parfois du mal à le faire. Mais vous nous expliquez avant l'émission, un Chinois ne conduit pas comme un Européen et l'intelligence artificielle travaillera différemment pour l'un et pour l'autre. On ne cherche pas à répondre aux mêmes problématiques et aux mêmes cas d'usage. Ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que certes, l'intelligence artificielle, c'est un sujet intéressant, mais on travaille tous ce sujet dans un objectif de valeur client. Oui. Le client en Chine et le client aux États-Unis et le client en France, c'est 3 clients différents. Ils ne cherchent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes réflexes. Ils n'ont pas un écosystème et une façon de voir et de concevoir leur vie de la même façon. À l'intérieur de leur voiture. À l'intérieur de leur vie. À l'intérieur de leur vie. Notre objectif à nous, et Jacques l'a touché du doigt tout à l'heure, notre objectif à nous, suppliers comme quels que soient les membres de l'industrie automobile, c'est de se rapprocher du client, de comprendre ce que lui veut
et de faire que la voiture et ce que la voiture propose soit un des éléments de la vie digitale de cette personne. Oui. Antoine Couret, sur quoi est-ce que vous travaillez concrètement? Geoforecast, les logiciels pour les acteurs de la mobilité, c'est très vaste. Bon, dans une voiture, qu'est-ce que vous allez m'apporter dans ma voiture en 2020, 25 ou maintenant? Je ne sais pas. Dans la voiture, ça peut être maintenant, ça peut être en 2025, 2030, si vous voulez. Nous, on est une start-up, donc vous savez, 2030 pour nous, c'est une vision de l'éternité. Ouais. Mais qu'est-ce que des logiciels qui m'apportent quoi? Aujourd'hui, Geoforecast a été fondamentalement créé parce que sur deux principes. Un, on pense que demain, on ne parlera plus uniquement de transport. On parlait de silos tout à l'heure. Il y a des silos dans chaque industrie du transport et chaque industrie du transport est elle-même un silo. Et aujourd'hui, si on se place vraiment du côté du client final, le client final voit aujourd'hui un ensemble d'offres de transport. Et Geoforecast est fait pour ça. Il est fait pour comprendre les besoins globaux du client final. Donc nous, on va étudier et récolter des données à partir des smartphones, notamment pour voir comment un client utilise sa mobilité. Et à partir de là, effectivement, donner la capacité soit de comprendre avec les données, soit de créer des services en interconnectant un certain nombre de services. Et donc voilà, la vision, c'est que demain, on aura en gros 7 milliards de personnes qui habitent dans des villes, 2 milliards de plus qu'aujourd'hui, à peu près 30%. Donc aujourd'hui, si on prend l'Île-de-France, c'est à peu près 25 millions de trajets quotidiens, en voiture ou en transport en commun, c'est-à-dire 30 millions demain. Évidemment, en Chine, c'est encore pire, puisque c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait tous que les villes sont déjà saturées. Et donc, typiquement, à partir de la compréhension de ces déplacements-là, ça nous permet, c'est un des bénéfices de l'intelligence artificielle sur lequel on pourra revenir également, d'avoir une vision beaucoup plus, si je puis me permettre un petit gros mot, une vision plus systémique à la fois de la ville, du territoire, pour justement organiser différemment les transports, d'une part, ça c'est vu plutôt des collectivités territoriales, et vu des acteurs typiquement comme les constructeurs automobiles, avoir la capacité de créer des services qui vont être multitransports. Oui, vous travaillez pour tous ces domaines-là? Non, on travaille sur ces domaines-là, en gros, sur le principe qu'on va passer des transports à la mobilité. Ouais. Jacques Raison, vous me disiez, là, il y a une grande question, c'est les données, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Oui. Les données, enfin moi j'ai une question, oui, effectivement, entre les données embarquées et les données débarquées, qu'est-ce qui, dans l'automobile, reste vraiment en propriété du constructeur? Parce que le constructeur, il a un client qui est au volant, et avec cette voiture connectée, comment on établit finalement la barrière et comment on protège ce client et comment on protège au passage le constructeur pour éviter que la propriété de tout ce qu'on sait du client, elle parte à l'extérieur. Par exemple, adapter l'entretien de la voiture à l'usage que fait le client de sa voiture. Il y a des gens qui freinent beaucoup, des gens qui freinent pas du tout, des gens qui embrayent beaucoup, des gens qui embrayent très peu. Eh ben, est-ce qu'on doit... Enfin, j'espère que l'intelligence artificielle, très rapidement, elle va appeler le client différemment pour lui changer l'embrayage, certains à 100 000 et d'autres à 20 000 km. C'est une question concrète, oui. C'est super concret. Donc, comment on fait... pour rendre ce service au client, quoi, pour faire vraiment le business to customer, là, le B2C, et éviter d'être uniquement dans la manipulation de données. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à la question. Si vous mettez en revenant par rapport à nos différents paradigmes, si vous mettez en Chine, en Europe ou aux États-Unis, le client n'a pas la même considération de la data. Aux États-Unis, je suis un client normal et je n'ai aucun problème pour vous donner à vous l'intégralité de mes données si ça me rapporte de la valeur. Si ça me rapporte de la valeur. En Europe, il y a le cadre réglementaire GDPR qui est en train d'arriver, qui va garantir que le client reste à tout moment possesseur de la data, ce qui est un peu moins facile aux États-Unis. Et en Chine, le client ne pense même pas à sa donnée. Ça l'intéresse pas. Donc fondamentalement, la vérité, c'est comprendre où
où est la valeur? Donc, à quel moment on peut produire le maximum d'effet valeur pour le client dans un cadre réglementaire qui est contraint. Et au final du final, le client aura toujours à l'origine son petit chèque pour dire c'est moi qui ai ma donnée et je vais la donner à lui ou à lui pour pouvoir justement construire des algorithmes qui viennent de plus en plus répondre mieux en mieux à mes besoins. Oui. Antoine Couret, est-ce qu'on peut dire que les grands acteurs de l'intelligence artificielle sont essentiellement les fameuses GAFA dont on parle sans arrêt, Google, Apple, Facebook, etc. Est-ce que ce sont eux d'abord et surtout, ou est-ce qu'il y a de petits acteurs ou des acteurs plus modestes qu'on n'évoque jamais et dont il faut parler? Ouais, effectivement, Google, Facebook, Amazon, Apple également sont des grands noms dans lesquels il y a une partie d'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que, by the way, il y a également énormément, enfin, du coup c'est un anglicisme, mais il y a énormément de Français en fait qui sont chez eux et qui gèrent l'intelligence artificielle. Chez Facebook, on a Yann Lequin, Apple, Siri, c'était également un Français qui est... Il y a un savoir-faire français. Et donc il y a un vrai savoir-faire français. Il ne faut pas oublier également que, parce que comme on ne parle pas chinois, on les regarde moins, mais il y a quand même quelques acteurs en Chine qui sont quand même qui sont loin d'être négligeables. Alors pour y être allé au mois de décembre, qui sont quand même qui sont pas négligeables, mais effectivement la donnée en Chine est beaucoup plus mise à disposition parce que la Chine a une culture de, entre guillemets, de transparence. Voilà, après on ne va pas glisser sur des thématiques plus complexes, mais cette culture-là fait que la donnée est relativement disponible et du coup des acteurs effectivement se créent. Alors aujourd'hui en revanche l'avancée des algorithmes en Chine peut être considérée comme un peu moins forte. Et aux États-Unis, alors effectivement vous avez cité les grands acteurs américains qui sont très en avance, notamment sur le langage naturel. Et qui feront des voitures un jour ou pas? Parce que ça, il y a une polémique. On en parlait juste avant l'émission avec quelqu'un d'autre. Il y a un gros... vous êtes tous les deux bien mieux placés que moi pour le dire. Il y a quand même un gros écart entre faire Google, voire même Apple, qui fait quand même du hardware, et faire du hardware. Donc faire du hardware type voiture ou type transport en général, où il faut gérer une infrastructure, il faut gérer un véhicule, il faut gérer des gens qui l'utilisent, qui l'achètent et qui le consomment, c'est quand même assez différent. C'est un autre métier, c'est trois métiers différents sur lesquels les acteurs aujourd'hui... on ne gagne pas assez d'argent dans l'automobile. J'allais dire, Carlos Ghosn avait dit un jour, nous on est sur des marges à un chiffre, tous les gens dont on parle en GAFA, ils sont sur des marges à 2 chiffres, ils ne viendront pas. Lui, il a dit clairement, ils ne viendront pas là-dessus. Pour gagner 2 ou 5% de marge, alors, là où les autres, ils en gagnent 15. On va parler de France dans un instant. Forestia vient de se marier, entre guillemets, c'est une alliance, avec le géant du conseil Accenture. Pourquoi faire ? Excellente question, merci beaucoup. Pour répondre à toutes ces problématiques, Forestia n'est pas un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Forestia a besoin de s'adosser à quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc en matière de digital pour construire une offre qui vient de plus en plus s'approcher du client, pour être mondial. Donc le client, c'est eux. Le client, c'est le vous et moi. Le vous et moi, mais c'est aussi les messieurs et dames en Chine, aux US, etc. Donc le client mondial, ils ont besoin d'un certain nombre de use cases, ils ont besoin qu'on réponde à ces cas d'usage, et on a besoin, nous, de trouver des partenaires, et Accenture est un partenaire majeur pour nous, pour pouvoir s'ancrer sur ces thématiques du digital, mais qui vont loin, qui vont aller toucher la sécurité et donc on a un autre partenaire là-dessus comme ZF, qui vont toucher un certain nombre de problématiques. Vous avez parlé de 2030, etc. On pense, nous, qu'on va, dans un premier temps, toucher la partie intérieure, tout ce qui est HMI, tout ce qui est gestion. Vous allez révolutionner l'intérieur de nos véhicules. Mais on pense que demain, le véhicule, ça n'est qu'un moment de la journée, qu'un moment de la vie du consommateur final. Et donc la vérité, c'est que l'ensemble des silos industriels va se
réduire, les silos vont se réduire et on va avoir quelque chose de beaucoup plus pervasif entre les industries. On pense vraiment qu'il y a de la matière sur tout ce qui est santé et on s'oriente justement avec notre partenaire Accenture justement pour structurer des offres dans ce sens. Alors on sait qu'il y a des Français chez Google, il y en a chez Apple, qu'on a un savoir-faire, vous l'avez dit. Comment est-ce que ça se concrétise et comment est-ce qu'on peut imaginer dans 15 ans l'intelligence artificielle version française? J'amène la question de Hub France, qui est une association qui a 1 mois d'existence. Hein. Oui, tout à fait, créé annoncé le 20 décembre, qui a été créé en septembre, et juridiquement. Très clairement, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a lancé une mission avec Cédric Villani, qui justement a pour objectif de révéler tout le potentiel de la France, à la fois en France et en Europe, mais également de la France, des Français qui peuvent être à l'étranger, et parce qu'on croit fondamentalement que la France a ce potentiel à développer une intelligence artificielle, une industrie autour de ça. Le Hub France IA est très orienté sur les thématiques industrielles, parce qu'aujourd'hui, si on veut effectivement avoir que la France ait une place dans une industrie d'intelligence artificielle dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut qu'il y ait des vraies thématiques industrielles basées sur des cas d'usage où on traite typiquement tous les sujets autour de la donnée, qui est évidemment un point extrêmement important. Et aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 grandes plaques tectoniques qui sont parties dessus, sur la partie intelligence artificielle, les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, le Hub France IA, avec un axe très orienté sur des thématiques industrielles, avec également une vision très écosystème. C'est aussi ce qu'apporte l'intelligence artificielle. C'est dans la voiture aujourd'hui, l'intelligence artificielle va, ce que vous citiez, apporter des sujets sur tout ce qui est production, tout ce qui est maintenance prédictive, va apporter aussi aux clients des sujets sur la partie confort, sur la partie sécurité pour anticiper les risques, et va apporter ce qui est aujourd'hui très difficile à faire, la vision plus système de mobilité. Et le Hub France IA est vraiment orienté sur des thématiques industrielles, 2 adossés à des grands groupes. Donc il y a déjà plus d'une dizaine de grands groupes dans la mobilité. On a SNCF, Air France, Vinci, Renault qui nous ont rejoints, et puis d'autres sont en cours, c'est toujours ouvert. et très clairement, parce qu'on pense pour que la France soit un champion de cette industrie dans 5, 10, 15 ans, on a disons trois grandes valeurs ajoutées. Effectivement, on a une vision académique et des savoir-faire français qui sont extrêmement en avance, avec des gardes mondiaux, avec des médailles Fields. On a la seule école de mathématiques qui est la plus reconnue, qui est basée à Saclay, qui est la plus reconnue au monde, y compris qui est sponsorisée, y compris par des Chinois comme Huawei. On a effectivement, on a peut-être un peu moins de sous qu'aux États-Unis ou en Chine, mais on a des grands groupes qui sont des leaders mondiaux. Forcia, vous l'avez dit, est leader mondial. Vinci est leader mondial. SNCF et RATP, avec leur filiale SNCF et RATP-DF, sont également très présents à l'international. Air France avec KLM est aussi très présent. Donc voilà, on a une recherche, des leaders mondiaux, quelques startups comme... Rendez-vous dans 1 an ou 2. La France est un pays d'ingénieurs, il ne faut jamais l'oublier, de culture. Oui, 30 000 ingénieurs qui travaillent dans l'automobile en France. Ouais. Merci à vous 3 d'avoir participé à ce rendez-vous de Mobilité TV. À bientôt.